Alors, comme je sais faire dans les différentes fois que je fais des cours en ligne, ce cours-là va être enregistré et je vous enverrai le lien sur le groupe. Et je pense aussi que il sera disponible sur ma chaîne Telegram. Ok. En allez. Et pour la région du membre supérieur attaché au tronc, les éléments osseux qui constituent l'épaule sont la clavicule et la scapula, et ensemble, ils vont former la ceinture scapulaire. Il faut différencier de la ceinture pelvienne parce que la ceinture scapulaire, comme on verra, elle n'est pas formée essentiellement d'os. La partie proximale de l'humérus, donc nous avons la clavicule et la scapula qui forment la ceinture scapulaire, et on va avoir un troisième larron qui est justement la partie proximale de l'humérus. Les muscles superficiels de l'épaule sont représentés par le trapèze et le deltoïde, et donc ils sont sous-cutanés, ils sont visibles et palpables, ok? Et ils vont former une chape musculaire qui entoure la partie latérale de l'épaule. Ces muscles relient respectivement la scapula et la clavicule au tronc et au bras. On commence avec le squelette. Donc, nous avons la clavicule qui est le seul os rattachant le tronc au membre supérieur. Donc, sur les âmes dire que le membre supérieur, il est appendu au tronc, tandis que le membre inférieur est encastré dans le tronc. C'est un os palpable dans l'intégralité de sa longueur. Il a une forme en S avec un segment médial à convexité intérieure et un segment latéral à concavité antérieure. Ok. La partie acromiale, côté de l'acromion, on le voit ici. Donc, nous avons en latéral, donc, comme vous dirait qu'il a une forme de S. Le segment médial, OK, il a une convexité, donc une bosse antérieure, tandis que le segment latéral a un creux, une concavité antérieure. La partie acromiale latérale de la clavicule est plate, on le voit sur le profil, tandis que la partie sternale, ok, médiale est plus volumineuse et a une forme grossièrement quadrangulaire. L'extrémité acromiale de la clavicule possède une petite facette ovale pour s'articuler avec une facette identique mais orientée de façon inverse au niveau du bord médial de l'acromion, au niveau de la scapula. Est-ce que la facette sternale, ouais, on voit ici la petite facette articulaire, ici. Tandis que la partie sternale a une facette articulaire plus large pour s'articuler avec le manubrium sternal et au tibia en dessous pour s'articuler avec le premier cartilage costal. La face inférieure du tiers latéral de la clavicule possède une tubérosité bien palpable, ok, qui est la tubérosité, qui est le tubercule conoïde. C'est embêtant si chaque fois je dois inviter les gens. OK, pour donc le tubercule conoïde et une saillie rugueuse, la ligne trapézoïde pour l'insertion de l'important ligament coraco-claviculaire. De plus, les faces et les bords de la clavicule sont rugueux pour permettre l'insertion des muscles qui joignent la clavicule au tronc et au cou et au membre inférieur. OK, la face supérieure est plus lisse que la face inférieure. Donc, pas grand-chose à dire pour la clavicule. Alors, Mounio Kongo, mais pour la clavicule, est-ce que c'est un os rond? Est-ce que c'est un os long? Est-ce que c'est un os plat? Et jusqu'à présent, Gourmet toujours fait parce qu'en fait, contre la clavicule, du côté latéral, elle se comporte comme un os plat.
et avec un diplômé, un cortex antérieur, un cortex supérieur, un cortex inférieur, une corticale supérieure, une corticale inférieure. Est-ce que du côté médial, elle se comporte comme un os long avec même des fois une cavité médulaire. En arrière, on a la scapula qui est un grand os plat et triangulaire avec trois angles. L'angle latéral, donc l'angle supérieur, inférieur et latéral. Trois bords, le bord supérieur, le bord latéral et le bord médial. Trois processus, l'acromion, ok, l'acromion, l'épine de l'omoplate et en avant, le processus coraco. L'angle latéral, qu'on va étudier, celui qui a le plus de choses. L'angle latéral de la scapula présente une cavité peu profonde qui a grossièrement la forme d'une virgule. C'est la cavité glénodique. Bon, de mon temps, on disait ovoïde, mais il y a la forme d'une virgule, même plutôt ovoïde. Ça me l'ose, ok? Qui s'articule avec la tête de l'humérus et forme l'articulation gléno-humérale. La face triangulaire, une face triangulaire, le tubercule infraglénoïdien, que l'on voit ici en vue latérale. Donc, une surface triangulaire rugueuse du tubercule infra, donc en dessous de la glène, se trouve à la partie inférieure de la cavité glénoïdiale. C'est le site d'insertion du chef long du triceps brachial. Donc, ici, le tubercule supraglénoïdal, moins marqué en haut, et est localisé à la partie supérieure de la cavité glénoïdale. Sur ce tubercule s'insère le chef long du muscle biceps brachial. En arrière, palpable, on a une épine proéminente qui va séparer la face postérieure de la scapula en deux parties. La, la, la fosse supérieure, la fosse supraépineuse et la fosse infraépineuse. On y va pour l'acromion, qui est le prolongement de antéro-latéral de l'épine qui s'étend au-dessus de l'articulation cléno-humérale. Voilà, donc ici on imagine l'articulation cléno-humérale et va s'articuler par une petite facette qu'on a vue ovale à la partie distale de la clavicule. La région entre l'angle latéral, voilà ici, de la scapula et l'insertion de l'épine tibiaque ici, ok? Là où il y a la flèche. Donc, la région entre l'angle latéral de la scapula et l'insertion de l'épine de la face postérieure de la scapula est la grande incisure scapulaire, encore appelée échancrure, entre l'épine et la glène, donc échancrure spinoglénoïdale. À l'inverse de la face postérieure, la face costale, donc qui est en rapport avec les côtes, qui est en rapport avec le gris costal, elle est plate et elle se caractérise par une concavité, donc elle est creuse, qu'on appelle justement la fosse, la fosse subscapulaire. Elle est creuse mais peu profonde sur toute son étendue. Sur la face costale et sur les bords vont se serrer les muscles notamment le muscle subscapulaire. La face costale de la scapula se meut librement sur la paroi thoracique sous-jacente et glisse et forme une articulation qu'on va appeler scapulo-costal. Okay? Et le bord latéral de la scapula est dur et épais pour l'insertion des muscles. Puis on va qui est épais, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle dessus. Tandis que le bord médial et le bord supérieur sont fins et étroits parce qu'il n'y a rien qui s'insère. Le bord latéral de la scapula, oui, le bord supérieur est marqué à ses extrémités par le processus. Et le processus coacoïde, structure en forme de doigt, il se projette en avant et on peut même palper sous la clavicule si nous palpons au niveau du sillon deltopectoral, nous va sentir. Donc, structure en forme de crochet qui se projette en avant et latéralement et se situe juste en dessous de la partie latérale de la clavicule. Petite incisure bien visible, l'incisure suprascapulaire ici, qui se trouve immédiatement à la partie médiale du processus coacoïde. L'épine et l'acromion peuvent être facilement palpés chez nous-mêmes, chez les patients.
de même que la pointe du processus coracoïde et, et l'angle inférieur et une grande partie du bord médial de la scapula. OK. Ça va, tout le monde là? On continue. Maintenant, on a vu la clavicule en avant, on a vu, il y a des questions? Personne n'a levé la main. OK. Donc, on avait vu la clavicule en avant, la scapule en arrière, et on avait dit aussi que nous avons l'extrémité supérieure ou encore la partie proximale de l'humérus. Elle comprend la tête et le col anatomique. Se rappeler que le col, c'est une partie qui relie la tête au corps. Donc, nous avons la tête, le col anatomique, le tubercule majeur et le tubercule mineur. Maintenant, une partie rétrécie qui relie l'extrémité proximale au reste de la diaphyse, on va l'appeler, voilà, le col chirurgical, OK, et actuellement la partie supérieure de la diaphyse humérale. La tête, bon, chaque partie va le bien après l'autre. La tête a une forme de demi-sphère qui regarde immédiatement et médialement donc en dedans, il est légèrement vers le haut. Oui, il est vers le haut, c'est voilà. Donc, il n'est pas horizontal et s'articule avec la cavité glénoïdiale de la scapule. Calibre beaucoup plus réduit. On va voir que les surfaces ne sont ni concordantes, ne concordent ni congruentes. Le col anatomique lui-même, donc très court, est formé, alors que pour le féminin bien long, le col anatomique très court est formé par un rétrécissement juste en arrière de la tête. Il s'étend entre la tête et les tubercules majeurs et mineurs latéralement et entre la tête et la diaphyse plus médiale. Ensuite, nos grosses tubérosités au tubercule, le tubercule majeur et mineur sont des faces proéminentes au niveau de la partie proximale de l'humérus. Ils existent parce qu'il y a des muscles qui vont s'insérer dessus. Ils sont le siège de l'insertion de quatre muscles des quatre muscles de la coiffe des rotateurs, de l'articulation vélo-virale. OK? Le tubercule majeur, il est latéral, ici au gauche, le majeur. OK? Et il possède des faces postérieures supérieures qui présentent trois grandes facettes où vont s'insérer les tendons des muscles suivants. La facette supérieure pour l'insertion de muscles épineux. Ici, là, la facette moyenne pour l'insertion de l'infraépineux et la facette inférieure pour l'insertion du muscle petit rond. Le tubercule mineur, l'épiphyte, parce que c'est un seul. Le tubercule mineur est antérieur, sa face est marquée par une grande zone d'insertion destinée au seul muscle qui s'y attache, qui est le muscle subscapulaire. Entre les deux tubercules, on va avoir le sillon intertuberculaire qui est profond, qui sépare donc les tubercules majeurs et mineurs, il se prolonge en bas sur la partie proximale de la diaphyse. On le voit ici. Le tendon du chef long du biceps brachial passe à ceci. Les lèvres rugueuses, les lèvres rugueuses latérales et médiales et le fond, qu'on appelle le plancher du sillon intertuberculaire, sont respectivement, c'est-à-dire une après l'autre. Donc, je vais citer les muscles de latéral à médial. Sont respectivement les sites d'insertion des muscles, donc de latéral, grand pectoral, okay, grand pectoral, grand rond et grand dorsal. La lèvre latérale du sillon intertuberculaire, la lèvre latérale va se continuer en bas, OK, se continue en bas par la tubérosité deltoïdienne en forme de V sur la face latérale de l'humérus et la moitié de la diaphyse. Cette zone correspond à l'insertion du muscle deltoïde sur l'humérus. Approximativement, au même niveau, mais plus médialement, on trouve un sillon étroit où s'insère le muscle coraco-brachial. Ici.
On continue, on a vu les tubercules, on a vu la tête, on a vu le col anatomique, on continue avec le col chirurgical. Le col chirurgical est l'une des plus importantes structures de l'utérus. OK? Il est très bon col chirurgical là, c'est grâce à ça que les orthopédistes vont vivre. Cette région est orientée dans le plan horizontal entre l'extension proximale de l'utérus, c'est-à-dire expansion proximale. Donc, on va parler de tête, col anatomique et tubercule, et la diaphyse, le nerf axillaire et l'artère circonflexe humérale postérieure. Le nerf axillaire et l'artère circonflexe humérale postérieure, en passant dans la fosse axillaire à la région deltoïdienne, sont situés juste en arrière du col chirurgical. Et le col chirurgical est une région plus fragile que la partie proximale de l'utérus. C'est un site fréquent des fractures qui nous font vivre. L'association des lésions nerveuses, malheureusement, comme il y a les nerfs qui entourent ça, et les artères, ok? Donc, l'association a des lésions nerveuses et artérielles, ok? Et donc, possible. Je ne veux pas dire que ça fait la joie des orthopédistes, mais en tant que médecin, nous vivons du malheur des autres. Donc, on continue avec les articulations. Première articulation, il y a trois articulations de l'épaule qui sont entre deux os. Donc, l'articulation sternoclaviculaire, l'articulation acromioclaviculaire et l'articulation gléno-humérale. Mais on verra aussi que au niveau de l'épaule, on va avoir deux espaces de glissement que certaines littératures considèrent comme étant des articulations. Donc, les articulations sternoclaviculaires et acromioclaviculaires lient les deux os de la ceinture scapulaire entre eux et au tronc. Les mouvements combinés au niveau de ces deux articulations permettent à la scapula de se mobiliser avec une grande facilité contre la paroi thoracique. Ces poils-là, nous coller, nous décoller. Ça, ça se fait grâce à la scapula qui va glisser dessus. Okay? L'articulation gléno-humérale, donc ça, c'est la première articulation. L'articulation gléno-humérale est l'articulation entre l'humérus et le bras et la scapula. Est-ce que l'articulation sternoclaviculaire est située entre la partie proximale de la clavicule claviculaire et le humanobrium sternal, comme on peut le voir sur le schéma ici. Okay? Et avec une petite participation ici du premier cartilage costal. Donc, une partie, c'est avec le manobrium, ok, et puis l'autre partie, c'est avec le cartilage costal. C'est une articulation synoviale. Donc, quand on dit synoviale, il y a deux surfaces articulaires, encroûtées de cartilage et renfermées dans une cavité articulaire. La cavité articulaire est séparée en deux compartiments par justement un disque qui peut être susceptible. Le disque, c'est une partie qui est bleu plus pâle. Donc, bleu foncé, ce sont les cartilages, bleu pâle, c'est le disque. Donc, dérivé. Donc, nous avons disque articulaire. L'articulation sternoclaviculaire permet des mouvements de la clavicule, principalement dans les plans antéro-postérieurs et vertical. Donc, c'est articulation-là qui permettent que vous pouvez monter ses épaules longues, descendre ses épaules longues, voyez en avant, voyez en arrière. De petits mouvements de rotation sont aussi possibles, ok, mais vraiment têtus. L'articulation sternoclaviculaire est entourée d'une capsule qui est renforcée par quatre ligaments. Le ligament sternoclaviculaire, les ligaments sternoclaviculaires antérieurs et postérieurs. Et ici, on n'a que l'intérieur qu'on peut voir. On localise respectivement en avant et en arrière de l'articulation. Le ligament entre les deux clavicules, on va appeler le ligament interclaviculaire, qui relie les deux parties proximales des clavicules entre elles, et la face supérieure du manubrium sternal, et le ligament costoclaviculaire. Situé latéralement, unit la partie proximale de la clavicule à la première côte et à son cartilage costal. L'articulation acromioclaviculaire
qu'on voit ici, entre l'acromion et la clavicule, est une petite articulation synoviale entre une facette ovale sur le bord médial de l'acromion et une facette similaire sur la partie acromiale de la clavicule. Cette toute petite articulation permet des mouvements dans le sens verticaux et antéro-postérieur et quelques petits mouvements de rotation. OK? Donc, il pas permettre de faire gros mouvements de toute façon, une articulation plate. Et les mouvements sont plus des mouvements de glissement. L'articulation acromioclaviculaire est entourée par une capsule articulaire que vous voyez là. OK? Une capsule articulaire et elle est renforcée par un petit ligament acromioclaviculaire supérieur sur la face dorsale de l'articulation, étendue de la clavicule à l'acromion, un ligament coraculaire que l'on voit ici, plus grand, qui n'est pas directement en relation avec l'articulation, mais qui est solide, qui est un solide ligament accessoire à distance. Il va donc permettre à la clavicule de supporter le poids du membre supérieur, parce que c'est elle qui a le poids supérieur, okay, et de maintenir la position de la clavicule par rapport à l'acromion, pas ni monter ni descendre. Il est situé entre le processus coracoïde de la scapula et la face inférieure de la partie distale de l'acromion. Il comprend un ligament trapézoïde et ici, coraco-claviculaire, deux ligaments trapézoïdes et coloïdes. Okay? Le ligament trapézoïde est antérieur, il est attaché à la ligne trapézoïdale pour la vue de la face inférieure de la clavicule, et un ligament conoïde postérieur attaché au tubercule conoïde de la clavicule. Et en fait, compte notre fameuse articulation la plus importante, l'articulation gléno-humérale. OK? Bon, l'articulation gléno-humérale est une articulation synoviale, comme il y a une tête qui semble au boule, on va dire, sphéroïde, entre la tête de l'humérus et la cavité glénoïdale. C'est une articulation multi-axiale, donc il y a plusieurs axes, il y a 3 degrés de liberté, qui permet une grande liberté de mouvement au détriment, malheureusement, de la stabilité. Soit je dans une, ou je le mouvement ou perdu la stabilité. C'est pour ça que c'est une articulation qui va se luxer le plus facile. La stabilité de cette articulation est donc assurée par les muscles de la quadrature rotateur. Le tendon, ici, euh, le tendon du long biceps, les processus osseux justa-articulaires et les ligaments extra-articulaires. Tout ça vont essayer de stabiliser cette articulation très mobile, mais peu stable. Les mouvements autorisés sont donc la flexion-extension, l'abduction-adduction et la rotation latérale, la rotation médiale. On se rappelle, on les avait fait en classe. Les surfaces articulaires sont représentées par une grande sphère, ici, ok, au niveau de la tête de l'humérus, c'est une toute petite cavité peu profonde et moins étendue sur la face glénoïdale. Okay? Ces deux surfaces sont recouvertes naturellement de cartilage hyaline. La cavité glénoïdale qui, comme je l'ai dit, est peu profonde, elle se prolonge par une structure fibrocartilagineuse en colorette, c'est-à-dire avec un col, et on va l'appeler le labrum glénoïdal, qui s'insère à la périphérie de la cavité. La partie supérieure du labrum est en continuité avec le tendon du chef long du biceps brachial qui s'insère sur le tubercule supraglénoïdal et qui chemine ensuite dans la cavité articulaire à la partie supérieure de la tête de l'humérus. Le labrum ici et qui est en continuité avec le tendon du chef. Ensuite, doublé à l'intérieur de cette articulation, on va voir la capsule synoviale qui est représentée en vert. La membrane synoviale représente des expansions à travers des orifices de la capsule articulaire. Côté de sortie sur les expansions et qui vont servir de bourse. Ok, séreuse, c'est-à-dire qu'il va permettre que mou, qu'a frotter sous bagaille du, donc mou, un muscle, les tendons, qu'a frotter sous bagaille du, donc l'os, et qui vient pas gager, qui mou de moins au début.
Donc, ce sont les expansions de la membrane synoviale à travers les orifices de la capsule articulaire pour former les bosses séreuses qui sont situées entre les tendons des muscles environnants et la capsule. La plus importante de ces bosses séreuses est la fameuse bosse séreuse du tendon du muscle subscapulaire qui se situe entre la capsule et le muscle subscapulaire, pardon. On a déjà J'avais déjà mis le curseur dessus. OK? La membrane synoviale recouvre le tendon du chef long. Voilà. Là. Biceps brachial dans l'articulation. C'est pour ça qu'on va dire que le tendon, il est intrasynovial, mais extra-articulaire. Cette expansion synoviale se prolonge donc entre les deux tubercules. Ouais, il y a deux tubercules là. Donc, vous avez la gaine synoviale. OK? Donc, cette expansion synoviale se prolonge, elle va former la gaine synoviale, se prolonge entre les deux tubercules de l'humérus, dans le sillon intertuberculaire. Toutes ces structures synoviales réduisent la friction et empêcher que les expansions des tubercules majeurs et mineurs que yo gagé qui l'érosion du tendon. En plus, les bosses synoviales qui traversent les orifices de la capsule, on va trouver d'autres bosses qui ne sont pas en contact avec l'articulation directement, mais proches de celle-ci. Parmi celles-ci, nous avons une bourse volumineuse, on va voir dans l'autre schéma, entre l'acromion ou le muscle deltoïde et le muscle supraépineuse ou la capsule articulaire qui est la bourse subacromiale. Ensuite, nous avons une bourse entre l'acromion et la peau et une bourse entre le processus coracoïde et la capsule articulaire. Des bourses en relation avec les tendons, des muscles périarticulaires, coracobrachial, cambon, quadriceps brachial et le grand dorsal. Tous ces tendons-là vont être protégés par une bourse. Donc là, vous voyez bien. Là, on voit une synoviale avec la fameuse bourse que nous avons là. Okay. Ensuite, nous avons la capsule. Donc, la membrane fibreuse de la capsule articulaire, ici, avec un petit côté, donc, la membrane fibreuse de la capsule articulaire s'attache médialement à la périphérie de la cavité glénoïde, sur le pourtour. En dehors de l'insertion du labrum. Donc, on voit l'insertion du tendon du long biceps. Latéralement, la capsule se fixe au niveau du col anatomique de l'humérus, ici. Ce qu'on appelle le col, c'est la partie de la tête au reste du corps. Et au niveau de l'humérus, oui, ça va? Au niveau de Voilà, l'humérus, qui est qui donne le lien? et il y a quelqu'un qui a laissé Hmm. son micro ouvert et qui ne me pose pas des questions. Moi, j'aime ça, ça vraiment, j'aime te montrer nous tout bagay. Waouh! Pas moun ça met à faire dehors. On fait un micro pour lui pour faire le pas dehors. Et tout enregistrer. Hum. Allez, on continue. Au niveau de l'humérus, l'insertion médiale se situe, on est toujours au niveau de la capsule, au-dessus du col et s'étend à la diaphyse. Donc là, ici, voilà, on parle de là. Ce cul-de-sac de la membrane fibreuse permet l'abduction du bras. OK, la membrane fibreuse de la capsule est renforcée. Donc, en avant de sa partie supérieure, donc la membrane fibreuse est renforcée. Donc, on parle de cul-de-sac. Ici, vous avez comme un mou, ça permet de lever point. Si vous pas bien ça, le cul-de-sac, si vous pas bien, vous pas lever point. En avant et dans sa partie supérieure, donc cette capsule fibreuse, elle est renforcée en avant et sa partie supérieure par le fameux ligament gléno-huméral supérieur, le moyen et l'inférieur. OK?
Et ces ligaments s'étendent du rebord supéromédial de la cavité clénoïdale au tubercule mineur du bras. OK? Ici, tubercule mineur. Hein. Son question qu'il a posée là? OK. Je vais me dériver. Donc, les ligaments clénomyaux supérieur, moyen, inférieur qui s'étendent du rebord supéromédial de la cavité clénoïdale, de là, au tubercule mineur que nous avons ici, et plus bas au col anatomique ici de l'humérus. En haut, entre la base du processus coracoïde et le tubercule majeur, OK, on va retrouver donc la capsule articulaire est renforcée par le ligament coraco, ici, coraco, lunéal. Entre le tubercule majeur et le tubercule mineur de l'humérus, on va avoir le fameux ligament transverse qui va maintenir le tendon du long biceps. OK, dans le sillon intratuberculaire. Là, c'est pour la capsule articulaire. Et puis un petit là, je vais expliquer pourquoi est-ce que l'épaule est quand même un petit peu stable. Hein? La stabilité de l'articulation est assurée par les tendons des muscles environnants et l'arche squelettique formée par la partie supérieure de la colonne, le ligament coracoid et le processus coracoïde. Les tendons des muscles de la coiffe des rotateurs, là, là. Donc, vous avez en haut le supraépineux, en dedans le subscapulaire, ensuite l'infraépineux, OK, et le grand, et le petit rond, OK. Donc, supraépineux, petit rond, subscapulaire mêlent leurs fibres à celles de la capsule pour former un manchon, une espèce de sac, OK, musculo-tendineux qui recouvre la face postérieure, les faces postérieures et de donc, les faces postérieures, ouais. Excusez, c'est parce que mon monde j'ai dû admettre à ce moment-là, je perds le fil. Donc, qui recouvre les faces postérieures, supérieures et antérieures de l'articulation gléno-humérale. Cette coiffe musculaire stabilise. Parce que songez que c'est une articulation instable. OK? Stabilise et maintient la tête de l'humérus dans la cavité glénoïdale de la scapula, sans compromettre la mobilité et l'amplitude des mouvements du bras. Le tendon du long biceps, OK? Le tendon du chef-long du biceps brachial passe au-dessus de la tête humérale à travers la cavité articulaire de l'épaule et limite l'ascension de la tête de l'humérus vers le haut. La vascularisation de l'articulation est réalisée en partie par les branches terminales des artères circonflexes, sont les circonflexes qui fait le tour d'eux, antérieures et postérieures, ainsi que par l'artère suprascapulaire. L'innervation de l'articulation gléno-humérale est assurée par les rameaux postérieurs du plexus brachial, et par les nerfs suprascapulaires, axillaires et pectoraux latéraux. Donc, ça. On continue. En clinique maintenant. Donc, pour la clinique, il faut le présentiel, surtout quand on verra la luxation. Donc, traumatisme de la partie proximale de l'humérus, donc vous avez des fractures. Il est extrêmement rare que des fractures se produisent au niveau du col anatomique à cause de l'ubiquité qu'une telle fracture devrait avoir pour traverser la région la plus épaisse de l'os. De façon plus habituelle, les fractures surviennent donc au niveau du col
comme on voit ici, au niveau du col chirurgical et avec possibilité d'atteinte du nerf axillaire et de l'artère circonflexe. Néanmoins, cette éventualité est rare. Il est important de tester le nerf axillaire avant de réduire une luxation de l'épaule. Donc, on va moyen ces épaules-là. On le verra sur la vidéo. OK? Il est important de tester le nerf axillaire avant de réduire une luxation de l'épaule pour vérifier que le traumatisme initial n'a pas lésé le nerf axillaire et s'assurer que le traitement lui-même ne provoque pas de déficit neurologique. Oh, Edouard Ng qui vient maintenant, c'est superbe. Ensuite, vous avez les fractures de la clavicule, que vous voyez ça ici, qui peuvent embaucher le poumon bas et le plexus brachial aussi. OK? Donc ici, vous avez les fractures de la clavicule et en clinique, ça vous donne un tube de souffle. Deux personnes nous m'attendent, c'est Enoch Basile, Bosile, Enchanté et Dayas, retardataire. Étant au niveau de l'extrémité inférieure de la clavicule, donc articulaire, on peut avoir des lésions. Donc, l'extrémité acromiale de la clavicule tend à se déplacer vers le haut de l'articulation claviculaire. On va vexer vers le haut. Ici, ça c'est un truc qui est normal, physiologique. Et là, ouais, il monte. En fait, quand il part monter, c'est l'épaule qui est descendue. Donc, c'est scapula, toute tête humérus qui descend, qui fait que, lui-même, il paraît dans l'air. Donc, une lésion même mini peut rendre des fibres de la capsule articulaire et les ligaments de de l'articulation acromio-claviculaire. Il en résulte une séparation entre l'acromio et la clavicule, comme on voit ici sur la radiographie. Une lésion plus sévère peut provoquer une rupture des ligaments conoïdes et trapézoïdes, ok, permettant une élévation et une luxation supérieure de la partie distale de la clavicule qui est palpable directement. On va voir la photo pour ça. Donc là, voilà la fameuse photo qui montre l'atteinte de l'articulation, la luxation acroclaviculaire. Donc, la luxation de l'articulation gléno-humérale, c'est lorsque la tête humérale va sortir de sa glène. Ok, ça arrive parce que l'épaule est une articulation extrêmement mobile, avec de grandes amplitudes de mouvement. Néanmoins, cette grande possibilité de mouvement se fait au dépend d'une moindre stabilité. La cavité glénoïdale, petite, peu profonde, même renforcée par le peu robuste labrum glénoïdal et la capsule favorise les luxations. OK? Et la plus courante est la luxation antérieure. OK? Elle est habituellement le fait d'un traumatisme isolé. Cliniquement, toutes les luxations antérieures sont antéro-inférieures. Pourquoi? Parce que c'est inférieur au processus acromial. Dans certains cas, le labrum glénoïdal de sa partie antéro-inférieure est arraché avec ou sans petits fragments osseux, mais c'est assez rare. Si la capsule et le labrum sont arrachés, l'articulation est susceptible de se luxer à nouveau, c'est ce qu'on appelle une luxation récidivante. OK? Et naturellement, lors de ces luxations, on peut avoir une atteinte du nerf axillaire. Donc, il faut tester en touchant les pouls. OK? L'étirement peut aussi entraîner une paralysie du nerf radial. On verra ce que ça va donner comme signe clinique. Et parfois, une luxation intellectuelle est associée à une fracture qui peut nécessiter une réduction chirurgicale. Ça nous a opéré. Les luxations postérieures sont très rares et le plus souvent, ça passe inaperçu. OK? Et on peut, je nous dis là, le cas pour. Donc maintenant, vous avez la clinique, hein, les signes que l'on retrouve dans toute luxation de l'épaule. Premièrement, vous avez le site de l'épaulette, épaule en carré, comme il y a des soldats, les épaules en carré.
Mais dans les vestes, regardez, ouais, petit monsieur, hein, il y a des épaules bien carrées. C'est pas deltoïde, c'est qu'on a mis des épaulettes. Donc, vous avez le signe de l'épaulette ici. Le wap peut peser côté peut-être du miralité. Ouais, il faut courir, peut-être là, pas là. OK? On voit bien la tête qui est en avant là, parce que une bico, donc tu as un coup, donc ce qu'on appelle la vacuité de la glène. OK? Ensuite, déformation coup de H, c'est surtout au niveau du schéma qu'on voit. Mais dans la réalité, c'est très difficile à voir. Il n'est pas qu'à coller coup de lit au niveau de son corps. C'est ce qu'on appelle l'abduction permanente. Et en avant, la tête humérale va être palpée. Voilà, nous avons différentes photos qui montrent luxation. Comme il a l'abduction obligatoire, il faut mettre aux épaules pour nous poser pour qu'il y ait moins de douleur. Ensuite, naturellement, on peut avoir les fameuses tendinites de l'épaule, qui sont les lésions de la coiffe des rotateurs, ce qui arrive sur les personnes qui ont dépassé la cinquantaine. Les deux principales pathologies sont la coiffe des rotateurs, de la coiffe des rotateurs, sont le conflit sous-acromial, c'est-à-dire que tête sur en pral vient frotter en bas acromion et comme ou pral gain érosion donc en bas acromion pral grager le tendon du supra-épineux. Ou bien autre chose qu'on a gagné de ce conflit-là, on peut avoir aussi la bursite. Comme les pour nous, ça gagne dans le livre. Donc, les deux principales pathologies de la coiffe des rotateurs sont le syndrome de conflit sous-acromial et les tendinopathies avec la calcification de celle-ci. Le muscle de la coiffe des rotateurs, le plus souvent intéressé, est le supraépineux parce que c'est lui qui peut grager en bas sur la face inférieure de l'acromion. À son passage sous l'acromion et le ligament acromioclaviculaire. Et que nous ouais, l'espace réservé par le tendon du muscle supraépineux, OK, a des dimensions précises. Un œdème du muscle supraépineux, une quantité excessive de liquide dans la bourse sous-acromiale ou un ostéophyte sous-acromial peuvent produire un syndrome de conflit quand le bras se porte en abduction. La vascularisation du tendon du supraépineux, relativement pauvre, OK, elle est relativement pauvre et il y a des traumatismes répétés dans certaines circonstances peuvent entraîner des modifications dégénératives de ces poils-là, les viennent pas. Bon. Et on peut avoir même des calcifications dans les tendons. Deuxième chose qu'on va voir là, donc avec le conflit, nous avons justement l'inflammation de la peau cireuse et qui est aussi douloureuse. Là, nous avons un schéma de la cavité clénomérale, vous avez bien la tête, vous avez la capsule articulaire qui est doublée en rouge par le ligament synovial. Et vous avez la fameuse bourse ici, subacromiale. Si vous êtes amené à aimer schéma ça. Maintenant, lorsque vous avez mal à l'épaule, lorsque vous avez un conflit, qu'est-ce qu'on fait? On fait une infiltration. Il va comme anesthésier. C'est coquin qu'on va faire avec la maladie, parce qu'en fin de compte, on ne guérit rien du tout, on retire la douleur. Donc, il faut dire au patient, il y a une infiltration pour ne pas essayer de faire trop effort, parce que c'est pas, c'est pas guéri ou guérir, ou faire coquin avec elle, ou simplement retirer douleur. Les muscles. Les deux muscles les plus superficiels de l'épaule sont le trapèze et le deltoïde. Nous avons le trapèze ici, le trapèze, deltoïde. Ensemble, ils donnent à l'épaule ce coteau caractéristique qu'on appelle le galbe, l'arrondi de l'épaule. Le trapèze, donc, attache la scapula et la clavicule au tronc, tandis que le deltoïde attache la scapula et la clavicule à l'humérus. OK? Le trapèze et le deltoïde s'insèrent sur les faces et les bords opposés de l'épine de la scapula, de la l'acromion et de la clavicule. La scapula, l'acromion et la clavicule peuvent être palpées entre les insertions du deltoïde
et du trapèze. En dessous du trapèze, la scapula est fixée au tronc par trois muscles. Le muscle élévateur de la scapula, va monter ce schéma. Élévateur de la scapula, les muscles grands et petits rhomboïdes, voilà, et rhomboïdes. Ces trois muscles travaillent avec le trapèze et avec les muscles antérieurs pour positionner la scapula par rapport au tronc. On continue sur notre lancée et on parle du trapèze qui a des insertions multiples sur le squelette axial, incluant le crâne, ici, ouais, ça veut dire le crâne et le rachis de C1 à T12. Un petit muscle. De C1 à C5, C7, le muscle s'insère sur les vertèbres par intermédiaire du ligament nucal. Bon, du moment que nous joignons le carbone, c'est bien, c'est pas tellement important de retenir tout ça. Le deltoïde, il fait donc la montée de l'épaule, il fait l'épaule lourde. OK, c'est un muscle de forme triangulaire dont la base s'insère sur la scapula et la clavicule et dont la pointe se termine sur l'humérus. Il prend origine sur la ligne en nu étendue de la clavicule et de l'épi de la scapula, juste en regard des insertions du trapèze. C'est de ça qu'il y a là, et vous avez l'insertion du trapèze. Donc, une pas compléter l'autre si vous besoin aller dans la structure ça. La principale fonction du deltoïde est donc écarter le bras du plan du corps, ce qu'on appelle l'abduction du bras. OK? Et naturellement, excepté les 15 premiers degrés qui sont assurés par le muscle supra-épineux qui pratiquement sont le de l'abduction du bras. La principale fonction du deltoïde, décidez bien cas qui arrive, bravo. La principale fonction du deltoïde est l'abduction du bras. L'exception, à l'exception des 15 premiers degrés qui sont assurés par le muscle supra-épineux. OK? Le deltoïde est innervé par le nerf axillaire, qui est un rameau du plexus, du faisceau profond du plexus brachial. Le nerf axillaire et ses vaisseaux associés, tels que l'artère et la veine, entrent dans le deltoïde, en pas postérieurement autour du col chirurgical de l'humérus. Et nous avons le troisième, l'élévateur que l'on représente ici. L'élévateur de la scapula qui a son origine sur le processus transverse des vertèbres de C1 à C4 et il se dirige, il descend latéralement pour se diriger sur la face postérieure du bord médial de la scapula au niveau de l'angle supérieur dans une petite face de l'os. OK? Et puis, naturellement, vous avez les grands et petits rhomboïdes que l'on voit que dans ce schéma. Donc, le petit rhomboïde va lui-même participer activement, OK, à la croissance, pas le grand rhomboïde. Donc là, nous avons les muscles et leur innervation, OK, et leur fonction. Et si le trapèze, c'est un élévateur puissant de la scapula, ça dépend où se va se fixer son point fixe. Et nous avons les autres. OK, donc, c'est fini pour cette partie. Est-ce que vous avez des questions? On va continuer avec la deuxième partie. La grande slide. Cette slide, c'est la région scapulaire postérieure. Euh, Est-ce que ça paraît bien? Oui.
Donc, la région scapulaire postérieure. OK. Elle occupe la partie postérieure de la scapula et est localisée au-dessous du trapèze et du deltoïde. Ça fait que vous coupez du trapèze, du deltoïde là pour le caractère. Elle contient quatre muscles qui vont de la scapula à la partie proximale de l'utérus. Ce sont les muscles supraépineux, infraépineux, petit rond et grand rond. La région scapulaire postérieure contient aussi une autre muscle, le chef-long du triceps. Et ces structures-là vont déterminer des orifices. OK? Je l'ai montré là. OK? Et ces orifices sont l'espace axillaire latéral, l'espace axillaire inférieur et donc on voit ces espaces-là. Donc nous avons l'espace axillaire latéral, l'espace axillaire inférieur et l'espace axillaire médial. OK? Donc, en fin de compte, nous avons, et c'est déterminé par les muscles grand rond en dessous, le muscle chef du triceps et le muscle petit rond. OK? Et naturellement, OK, vous avez les muscles suscités. OK? Donc, vous avez le muscle supraépineux et infraépineux en plus. OK? Je vais pas vous lire les muscles. OK? Vous savez que pour chaque chose, vous avez un tableau qui vous montre pour les muscles supraépineux. Attendez, je ne sais plus où se trouve mon pointeur. Voilà. Donc, vous avez les muscles ici et leur fonction de l'autre côté. Maintenant, les espaces que je vous ai donnés, ce sont des voies d'accès à la région scapulaire postérieure. Et donc, vous avez le foramen suprascapulaire, l'espace axillaire latéral, médial, les espaces axillaires latéral, médial et inférieur. OK? Donc, on commence par le foramen suprascapulaire est un espace, le foramen suprascapulaire est un espace à travers lequel passent les structures qui vont de la base du cou à la région scapulaire postérieure. Il est formé par l'incisure ici. Donc, il est formé par l'incision suprascapulaire de la scapula et cette incision va être fermée par le ligament scapulaire transverse. On a agrandi pour nous. Donc, une fois que j'ai agrandi ça, je ne pourrai plus utiliser mon pointeur. Donc là, vous voyez le ligament qui va justement fermer ce foramen. Le nerf suprascapulaire passe à travers ce foramen et l'artère et la veine suivent le même trajet que le nerf, mais normalement passe juste au-dessus du ligament suprascapulaire. Donc, en dessous, c'est l'artère et les vaisseaux au-dessus. Ensuite, nous avons l'espace axillaire latéral qui permet le passage des nerfs et des vaisseaux venant de la fosse axillaire vers la région scapulaire postérieure. Dans la région scapulaire postérieure, les limites, parce qu'il faut toujours avoir les limites. Donc, nous avons le bord inférieur du petit rond, le col chirurgical de l'utérus, le bord supérieur du grand rond et le bord latéral du chef, le triceps. OK? Et je me là, OK? Comme il y a déjà, vous pouvez voir parce que du moment que j'agrandis l'image, je ne peux plus me servir de mon pointeur. Le nerf axillaire
Et la veine circonflexe humérale postérieure passe à travers cet espace. Ensuite, l'espace axillaire médial est un défilé entre la fosse axillaire et la région scapulaire postérieure. Une vue postérieure de la région scapulaire postérieure montre un espace axillaire médial formé par le bord médial du chef long du triceps brachial, le bord supérieur du petit rond, le bord supérieur du grand rond, pardon, et le bord inférieur du petit rond. Parce que nous avons posé une question sur l'île. Donc, vous devez trouver les lits je peux vous dire limite et contenu de. Donc, là-dedans, OK, va passer l'artère et la veine circonflexe scapulaire. Donc, circonflexe scapulaire, ça veut dire qu'il fait le tour de la scapula. Ensuite, vous avez l'espace axillaire inférieur qui est formé par le bord latéral du chef long du triceps brachial, la diaphyse humérale, OK, et le bord inférieur du gland. L'espace axillaire inférieur est limité par le bord inférieur du gland qui définit la limite inférieure de la fosse axillaire. Il sert de passage entre les compartiments antérieurs et postérieurs du bras et le compartiment postérieur du bras et de la fosse axillaire. Le nerf radial, l'artère brachiale profonde et les veines satellites sont ceux que l'on retrouve dans ces espaces. Actuellement, on va aller un petit peu vite, mais vous devez vous rappeler de ça et surtout avec les schémas. Alors, innervation, les deux nerfs importants de la région sont le nerf suprascapulaire et naturellement le nerf suprascapulaire. Ici, on va essayer le nerf suprascapulaire et le nerf pardon, le nerf axillaire, qu'on appelait avant le nerf circonflexe. En clinique, vous avez le syndrome de l'espace axillaire latéral. Bon, ça, je l'ai mis parce que c'est dans le livre, hein. Moi-même, c'est comme ça, beaucoup de gens. L'artère et les veines, nous avons trois artères principales, ce sont les artères suprascapulaires, circonflexe huméral et circonflexe scapulaire. Le suprascapulaire passe au-dessus de la scapula, suprascapulaire, ok? Circonflexe huméral, donc il fait le tour du col chirurgical de l'humérus, et circonflexe scapulaire qui fait le tour de la scapula. Voilà. Donc, on a fini. Est-ce que vous avez des questions? Non? Donc, je vous souhaite un bon vendredi à tous et on se dit rendez-vous au vendredi, l'autre vendredi, parce que comme vous savez, je suis pour l'instant à Jacmel et je reviens dans à peu près un mois et demi.